Bonjour à tout le monde, on est ravis de vous accueillir dans ce nouveau Café Visio, le quatrième depuis qu'on a commencé ce format. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur ce café, eh bien, le principe est simple, on a 30 minutes maximum pour aborder une notion qui va nous permettre de comprendre une dimension, une facette de l'accompagnement au changement et pourquoi pas son lien au covoiturage. Aujourd'hui, on accueille Gérard Mja qui va nous parler de mobilité inclusive et durable et notamment son lien avec l'éducation. Gérard, on va pouvoir vous laisser la parole. Voilà. Donc, bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous ce matin, partager ce petit déjeuner. Donc, je suis, alors pour me présenter simplement en 2-3 mots, je suis docteur en sciences de l'éducation, chercheur, et j'ai toujours eu 2 thèmes de recherche, c'était l'éducation routière et l'éducation à la mobilité. Et vous verrez que je ferai la différence entre les deux, ce n'est pas exactement la même chose. 2 affiliations également. Je travaille avec le laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis membre du comité scientifique du LMI et aussi avec l'école de conduite française au sein de laquelle je dirige un petit laboratoire de recherche qui pense un peu le futur de la profession. 2 ouvrages également, on va décliner le chiffre 2 ce matin. 2 ouvrages, la mobilité dans les territoires ruraux, mobilité des jeunes, c'était en 2020, une recherche avec Alain Mergier. Et en 2022, avec Vincent Kaufmann, une recherche sur la mobilité durable et inclusive, duquel on a sorti un petit livre qui s'appelle Métamorphose, manifeste pour une mobilité durable et inclusive. Donc, la problématique plus générale, que ce soit dans le thème de ce matin, c'est on peut partir du fait que c'est aujourd'hui établi, même s'il reste quelques résistances, la France se retrouve face à des multiples défis du point de vue climatique. Et c'est vraiment une urgence de réagir. Pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la COP 21 et les accords de Paris, il faudra véritablement changer nos modes de vie. Et je parle de mode de vie. Et dans 3 domaines principaux, il y a 3 domaines qui sont les plus impactants sur finalement l'environnement. Ce sont donc la mobilité, l'alimentation et le logement. Ces 3 domaines sont responsables grosso modo de 70% des émissions de gaz à effet de serre ou de 70% de nos problèmes. Et peut-être vous verrez aussi qu'ils sont beaucoup plus reliés qu'on ne le pense. Donc, la question de la mobilité qu'on aborde aujourd'hui, c'est une priorité pour la décarbonation, c'est un mot décarbonation, mais peut-être plus largement pour une autre idée de la société. Il faudra sans doute aussi parler sobriété et il faudra aussi peut-être même parler décroissance, ce qui reste encore un gros mot pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis la décroissance, ce n'est pas forcément l'inverse du bonheur. Donc, dans cette perspective, avec Vincent Kaufmann, on a estimé qu'il était nécessaire aussi de repenser la notion même de mobilité. Ce qu'on a voulu faire, c'est la définir quelque part comme un bien commun fondamental et avec l'idée de déployer une éducation à la mobilité qui soit à la fois durable et inclusive. Alors ça, c'est des mots, ce sont des mots, mais ce qu'il est important pour moi aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de définir ces mots, parce que avant de faire le lien peut-être avec le covoiturage, il est important qu'on ait un langage commun. Les termes que j'ai cités, que ce soit mobilité, durable, inclusif, c'est ce qu'on appelle des mots valises. Ils sont utilisés aujourd'hui à toutes les sauces, mais le mot que j'utilise, c'est pas sûr que vous en ayez la même définition. Donc, un petit peu comme l'exemple que je prends toujours, les cambrioleurs avant un braquage, il faut qu'ils synchronisent leur montre. S'il y a un 14h, l'autre à 14h30, ça peut poser un problème. Donc, si on utilise un mot avec des sens différents, ça marche pas. Et donc, dans une recherche de sens, la première chose à faire, puisqu'on est dans une recherche de sens à travers la mobilité, il est important déjà d'éviter les contresens. Donc, je commence par durable, on va les faire peut-être dans le désordre. Le mot durable est souvent évoqué à partir de la notion de développement. On parle essentiellement de développement durable et il y a une définition c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est le rapport Brundtland en 1987 qui le dit. Donc, parler de déplacement durable, lorsqu'il s'effectue avec un engin motorisé, en l'occurrence de la voiture, on est presque dans le domaine de l'oxymore, c'est-à-dire
déplacement durable avec une voiture qui consomme de l'énergie, c'est quand même très difficile à concevoir. En Angleterre ou dans le langage anglo-saxon, on parle plutôt de mobilité soutenable. C'est presque plus juste pour l'utilisation de la voiture. La voiture, le déplacement peut être soutenable, c'est-à-dire moins carboné qu'il l'est, il ne sera jamais complètement durable. C'est pour ça aussi que je posais la question de la décroissance et peut-être de la sobriété. Donc, durable, c'est le premier terme. Le mot inclusif, c'est pareil. C'est aussi un mot qui est surutilisé aujourd'hui. On parle de l'inclusion à tout bout de champ, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'inclusion, c'est l'effort que fait la société pour être ouverte à tout le monde. L'inclusion ne demande pas en premier un effort à la personne. Là, on confond souvent inclusion et intégration. Pour l'intégration, je dois montrer patte blanche pour entrer dans un dispositif, je dois faire l'effort, c'est à l'individu de faire l'effort et de montrer qu'il est capable. Dans l'inclusion, c'est la société qui, au départ, doit être assez ouverte. Ce qui n'empêche pas qu'ensuite on mette en place des dispositifs d'éducation et des choses comme ça. Mais il y a vraiment une différence et beaucoup de dispositifs aujourd'hui dits inclusifs sont en réalité des dispositifs qui demandent à la personne de faire l'effort en premier, d'avoir son permis de conduire en premier, de montrer qu'il est capable de travailler, qu'il a envie de travailler et toutes ces choses-là avant qu'on ne s'occupe de lui. C'est-à-dire qu'on est dans c'est un petit peu le discours classique qui n'est pas complètement faux, mais aujourd'hui des droits et des devoirs où on demande à la personne d'abord, c'est le devoir de se conformer pour avoir le droit d'obtenir quelque chose. La notion d'inclusion a souvent été inversée. Ensuite, en dernier terme, c'est la mobilité. La mobilité, c'est aujourd'hui, pareil, le mot valise par excellence. Si vous avez regardé, toutes les entreprises pratiquement aujourd'hui, du transport notamment, s'appellent mobilité, hein, que ce soit tous les constructeurs ont mis le terme mobilité à côté d'eux. Même l'organisme qui s'occupe des formations des personnes du transport et des personnes en général s'appelle l'OPCO-mobilité. Donc, ce terme mobilité est venu, a eu du succès à partir de la LOM. La LOM qui a considéré que la mobilité, c'était le transport et le déplacement. Alors, on en est venu comment à ces faits-là? En fait, c'est la voiture qui a écrasé la notion de mobilité. C'est la voiture qui a fait que les déplacements se sont allongés de plus en plus et c'est la voiture qui a fait que l'ancienne définition de la mobilité a quelque part été perdue. Parce que la mobilité à l'origine, ce n'est pas le déplacement, ce n'est pas le déplacement géographique. À l'origine, la mobilité, c'est la capacité de quelqu'un à pouvoir monter sur l'échelle sociale. La mobilité, c'est grimper sur l'échelle sociale, améliorer sa condition et donc être quelqu'un d'autre après ce principe de mobilité. Donc, on était dans une mobilité qui, à l'origine, était une montée sur l'échelle sociale, à une mobilité qui est devenue un déplacement, et les deux sont de moins en moins liés. Ce qui était vrai au début, c'est qu'avec la voiture, on améliorait sa qualité de vie, mais aujourd'hui, avec la voiture, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace toujours plus loin. Si je dois faire 40 km là où j'en faisais 20 pour aller chez le médecin, on ne peut pas dire que j'améliore ma qualité de vie. Donc, on est devenu prisonnier quelque part d'une mobilité qui nous fait aller toujours plus loin, toujours plus vite aussi. Hein, il y aurait une vraie réflexion sur la vitesse et toujours plus souvent. Donc, j'ai dit la mobilité, c'était autre chose. C'est un peu ce concept-là qu'on a voulu réintroduire avec Vincent Kaufmann dans la définition qu'on a donnée de la mobilité. Et on a repris la définition en l'enrichissant peut-être un petit peu ou en la transformant un petit peu. C'est-à-dire que derrière la mobilité, nous, on considère qu'il n'y a pas de mobilité s'il n'y a pas de transformation de la personne. La mobilité, c'est la transformation de soi. Après l'expérience de la mobilité, je ne dois plus être le même qu'avant. Et ce n'est pas forcément uniquement lié au déplacement. Donc, on remet un petit peu de verticalité dans la notion de mobilité et un petit peu l'idée de qualité de vie derrière la mobilité. Donc, après avoir défini les trois termes, donc on a dit durable, inclusif, mobilité, je vais essayer de faire le lien avec l'éducation. En quoi l'éducation peut-elle être le chemin finalement pour accéder à cette mobilité-là? Quand on a parlé de transformation, on s'est posé tout naturellement la question de comment on met ces transformations en place, comment on fait, parce que c'est beau le discours, c'est bien le discours, mais comment on va faire pour transformer ces personnes ou pour que les personnes puissent se transformer elles-mêmes. Tout naturellement, on mobilise le concept d'éducation parce que quand on regarde la définition de l'éducation, en fait, la définition, c'est éducation, c'est apprendre et changer. Ce n'est pas simplement apprendre. L'éducation est véritablement faite pour changer. Apprendre et changer, aussi apprendre et transformer.
Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et si vous regardez dans beaucoup de rapports, on considère aujourd'hui que si on veut transformer le monde, il faut passer par ces dispositifs d'éducation-là. Donc, j'ai parlé de mot valise, le mot éducation pose également des tas de problèmes. Donc, juste quelques précisions pour mieux définir ce terme éducation. L'éducation, en premier lieu, il ne faut pas la confondre avec apprentissage. Apprendre et éduquer, ce n'est pas la même chose. Apprendre, c'est toujours apprendre quelque chose. C'est toujours apprendre quelque chose à quelqu'un. Derrière l'apprentissage, il n'y a pas forcément la volonté de changer quelqu'un et de changer le monde. Apprendre à faire du vélo, apprendre à conduire en voiture. Je peux savoir conduire en voiture sans pour autant avoir l'idée ou le dessein de conduire de façon économe ou de limiter mes déplacements. Donc, derrière l'apprentissage, il y a l'idée de savoir-faire. Derrière l'éducation, il y a l'idée de transformation. Donc, il y a beaucoup de différences entre les deux. Et alors, ce n'est pas tellement le thème avec le covoiturage parce que c'est un peu différent. On n'est pas dans un dispositif d'apprentissage. Mais bon, dans beaucoup de formations, que ce soit pour la voiture, pour le vélo, pour les autres modes de déplacement, il faut vraiment différencier apprentissage et éducation. L'éducation, deuxième point, a toujours une finalité. Si je mets en place un dispositif d'éducation, c'est parce que j'ai derrière ça un projet, et un projet qui n'est pas un projet seulement pour la personne, mais qui est un projet de société. L'éducation, donc finalité, l'apprentissage, elle a un objet, on l'a dit, et elle a des objectifs. L'apprentissage se décline, l'éducation finalement est plus globale. L'éducation, c'est aussi un processus qui allie les deux dimensions dont j'ai parlé, verticale et horizontale, là où l'apprentissage est plutôt vertical. Lorsque je rentre dans un dispositif d'apprentissage, il y a quelqu'un qui est là pour m'apprendre quelque chose, et ce quelqu'un, c'est celui qui sait quoi faire et qui sait m'emmener là où il veut, et très souvent là où la société veut que j'aille. L'apprentissage est plutôt normatif, l'éducation est plutôt, on va dire, elle peut renverser la table quelque part. L'éducation est aussi basée sur deux principes, on fera le lien là avec l'inclusion. Il y a deux principes principaux, c'est l'éducabilité. Lorsque je suis dans un dispositif d'éducation, je dis que tout le monde mérite que l'on s'intéresse à lui, c'est l'éducabilité, c'est un principe fondamental de l'éducation. Je ne laisse personne de côté, donc on est en lien avec l'inclusion. Et le deuxième principe, c'est par contre la liberté. Je ne peux pas obliger quelqu'un à rentrer dans un processus d'éducation. Là encore, c'est une différence. De la même façon, ce qu'on essaye de dire, c'est, souvent c'était une remarque qu'on nous faisait, mais l'école, non. Quand on parle d'éducation, on ne parle pas que de l'école. Je ne renie pas la dimension éducative de l'école, mais la dimension éducative de l'école. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur le terme éducation nationale, parce que la dimension de l'éducation nationale est quand même relativement normative. La définition de l'éducation que l'on donne ou que l'on choisit ou que l'on prend est plutôt du côté de l'éducation populaire et des mouvements populaires, parce qu'aussi, elle ne s'adresse pas qu'aux enfants. Bien sûr, il est fondamental de sensibiliser les enfants, mais il est aussi fondamental de sensibiliser l'ensemble de la population, quelle que soit sa condition, je répète, et quel que soit son âge, et quelle que soit sa condition aussi, parce que ce sont, en termes, si on parle d'environnement, souvent les plus aisés qui ont le besoin de plus d'éducation et qui ont le besoin de changer le plus. Quand on parle d'éducation, d'inclusion, on ne peut pas demander aux plus fragiles de faire en plus le plus d'efforts et le maximum d'efforts. Donc, il faut, éducation, se centrer sur tout le monde. Et donc, la dernière différence, c'est que, donc, pour résumer, l'apprentissage propose toujours un modèle qui est prédéfini, là où l'éducation construit et co-construit un modèle. Donc, l'éducation, c'est avec les personnes. Donc, ça, c'est sur l'éducation. Maintenant, pour passer finalement au covoiturage, deux, trois questions, réflexions sur le covoiturage. Donc, j'ai essayé de me dire, est-ce que le covoiturage, c'est une solution de mobilité ? C'est une solution, au départ, une solution pour faciliter les déplacements. A priori, ça pourrait n'être que ça. Mais le covoiturage a quand même un avantage. Il ne rentre pas dans ce dispositif d'apprentissage qu'on a décrit, et ce dispositif de covoiturage, ça devient un dispositif de mobilité dans la mesure où il demande aux personnes de se déplacer et d'être autrement. C'est-à-dire qu'il n'agit pas seulement sur le déplacement, il agit aussi sur les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que lorsque je rentre dans un dispositif de covoiturage, je
Je peux y entrer en étant des gens transformés, mais même si je ne suis pas transformé en y entrant, je vais me transformer au fur et à mesure des expériences que je vais vivre à travers le covoiturage. Donc, il y a une idée de partage, de transformation qui fait que le covoiturage a finalement toutes les cartes pour correspondre à un dispositif de mobilité. Mobilité, n'oubliez pas, dans la définition horizontale, mais surtout verticale. La mobilité, est-ce que c'est un déplacement durable? De la même façon que j'ai dit avant, puisque j'utilise la voiture, on ne peut pas parler à proprement parler de dispositif durable. Par contre, c'est un dispositif soutenable qui donne finalement une autre dimension au déplacement et à l'utilisation de la voiture. Et autre avantage peut-être du covoiturage, si je reviens au premier, puisque le covoiturage peut avoir transformé les personnes, ça veut dire que ces personnes-là, au-delà du covoiturage, vont peut-être changer leur manière de vivre. On a parlé des autres domaines, peut-être dans le domaine de l'alimentation, même si là, il n'y a pas de lien direct, mais la transformation peut amener ça, et peut-être dans le domaine du logement ou du nombre de déplacements et tout ça. Donc, le covoiturage, directement, n'est pas un mode durable. Par contre, le covoiturage peut amener des comportements et construire des représentations qui font qu'on rentrera dans ce cercle-là. La mobilité est-elle inclusive? Donc, dernière question, puisqu'on a parlé d'inclusion. De la même chose, de la même manière, la mobilité sera inclusive si on a le projet qu'elle le devienne. La mobilité peut rester peu inclusive. On peut se dire spontanément, je vais me déplacer avec quelqu'un qui me ressemble. Je vais utiliser, je vais partager ma voiture avec celui qui est comme moi. Donc, pour que la mobilité devienne inclusive, il faut véritablement qu'il y ait de la part de ceux qui le proposent la volonté de la rendre inclusive, parce qu'elle peut créer des tas de choses. Si on arrivait par la mobilité aussi à faire se côtoyer les publics, ce qui doit déjà se faire, ce qui se fait déjà, que ce soit en âge, et peut-être aussi en condition au niveau social de mixer les publics, ça peut devenir très important. Mais là, c'est un véritable projet de société qu'il faut vouloir derrière le covoiturage. Une des idées que je défends toujours, quel que soit le domaine, c'est que quand on parle du permis de conduire, quand on parle du covoiturage, ce n'est pas un dispositif global, c'est une entrée finalement qui permet de transformer globalement les systèmes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le lien entre covoiturage et inclusion qui est à construire également. Donc, pour conclure, simplement, je vais poser quelques questions pour vous inviter peut-être à aller plus loin dans vos réflexions, peut-être en intégrant cette dimension d'éducation et peut-être en réfléchissant à éducation en même temps que vous mettez en place les dispositifs. Alors, comment favoriser le covoiturage? Comment changer l'idée du covoiturage à l'aune de ce que j'ai pu dire ou ce qu'on a pu dire avec Vincent Kaufmann? Comment le rendre finalement indispensable? Mais le mot clé de l'éducation, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas acceptable comme on l'entend beaucoup, c'est désirable. Comment mettre finalement du désir derrière cette idée de mobilité? On oublie beaucoup ce moteur-là. Le principal moteur de l'éducation, ce n'est pas le besoin, ce n'est pas la contrainte. On n'est pas dans des dispositifs où il faut payer pour covoiturer, mais on est dans des dispositifs où il faut donner envie, où il faut créer du désir. Et comment on crée ce désir? J'ai pas la réponse, même si j'avais des réponses, je ne veux pas avoir les réponses à votre place. On a parlé d'un dispositif qui est horizontal dans l'éducation, donc je vous invite simplement à chercher, à trouver cette définition-là et ces solutions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très riche. Nous avons maintenant une petite dizaine de minutes devant nous pour pouvoir échanger. Comme Gérard nous y a invités. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Je pense qu'on est une vingtaine de personnes. On peut chacun prendre la parole sans se chevaucher. Bonjour, merci beaucoup. On n'a pas pu assister au début. On a loupé les 5 premières minutes, mais j'ai cru voir que c'était enregistré. Peut-être on pourra récupérer. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Ok. J'aime beaucoup la différence entre l'éducation et l'apprentissage. Et je trouve que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, et d'avoir des projets de société, ça résonne vraiment particulièrement. Nous, on est dans une entreprise où on a des salariés en horaire jour, en horaire nuit, en horaire décalé. On est dans l'industrie. Et je pensais à la dernière phrase, un des derniers thèmes que vous avez partagé, une idée de réflexion avec nous, c'est est-ce qu'il faut partager sa voiture
partager sa voiture avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, ça pourrait être particulièrement intéressant. Mais d'un point de vue pratico-pratique, je prends mon cas, je me dis que je covoiture avec d'autres cadres comme moi, qui ont d'autres contraintes de travail comme les miennes, qui ont des horaires de travail comme les miens. Et c'est super compliqué d'un point de vue pratique à mettre en œuvre. Voilà, de covoiturer avec des gens qui sont en production, ils finissent plus tôt que nous. Voilà, après, c'est sans doute une autre organisation à imaginer, mais ce n'est pas simple à mettre en œuvre, cette transformation. Oui, donc tout à fait d'accord avec vous. Avec Vincent Kaufmann, on est en train d'écrire justement un article pour parler de l'entreprise, parce que quelque part, l'entreprise est aussi une des clés de ces transformations-là. Je ne remets pas en cause les difficultés que vous avez, ce sont des difficultés normales. De la même façon, quand on dit dans les territoires ruraux, il faut se passer de la voiture, c'est facile de le dire, mais après, comment on fait? Donc, la réflexion, il y a un mouvement ascendant, c'est-à-dire qu'individuellement, on va transformer peut-être le collectif, mais il faut aussi un mouvement dans l'autre sens qui est de quelque part sans doute de transformer aussi notre environnement de travail, et il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Mais en même temps, dans ce que vous avez dit, le fait d'adhérer déjà à cette envie de covoiturer et d'être hautement et d'être transformé, ça vous permettra quand même déjà de faire bouger des choses. Mais effectivement, dans les entreprises, il y a encore des freins, il y a encore des difficultés. Il ne suffit pas seulement d'avoir envie pour pouvoir le faire, quoi. Merci. Est-ce que, Morgane, ça a répondu à vos réflexions? Vous vouliez ajouter quelque chose? C'est toi. Oui, pardon, je m'appelle Déborah, mais c'est Morgane, c'est moi. Oui, ça... Enfin, oui, je partage effectivement les difficultés pour mettre ces points-là en place. Et je partage aussi effectivement que l'entreprise, pour moi, est vraiment une clé forte de la transformation, parce qu'une fois qu'on est sorti de l'école, où est-ce qu'on apprend? Oui. Et dans le bouquin, on avait proposé, pour continuer, dans la dernière partie aussi, cette réflexion-là. Comment on met en place les choses? Ça veut dire, dans une entreprise, il faut s'emparer du projet et il faut construire ou co-construire au sein de l'entreprise ce qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire qu'il faut se réunir pour finalement se fixer des objectifs, donner une finalité et se donner peut-être les moyens de bouger les choses. Parce que c'est pour ça que c'est intéressant de voir, et ce qu'on voudrait, c'est justement que les entreprises s'emparent de cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça passe par une réflexion commune au sein de chaque entreprise pour construire déjà peut-être où on veut collectivement aller. Et ce n'est pas sûr que tout le monde veuille aller là où vous avez envie d'aller, mais je pense que c'est un mouvement qui peut se mettre en place. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de réflexion, d'autres questions qui souhaitaient être exposées dans le petit temps qu'il nous reste? Je veux bien poser une question. Ouais, je vais parler dans mon ordi, c'est plus simple. On parlait que changer justement, passer au covoiturage, changer de mobilité, tout ça, on est sur des changements de vie et des changements de comportement. L'éducation aussi, c'est plutôt sur du temps long. Et dans le livre, vous le dites bien, en fait, il y a urgence à agir. Et donc, comment on concilie un peu ces deux temporalités, en fait? Oui, alors l'éducation, c'est du temps long et c'est même du temps qui ne s'arrête jamais en réalité. L'éducation, le gamin, ça commence à la naissance finalement et ça dure tout le long de la vie jusqu'à la fin de la vie. Cela dit, les effets de l'éducation se font sentir très vite. Donc, on n'aura pas des effets maximum dès le début, mais dès le début, on aura des changements. Et j'ai dit avant, il y a peut-être des moments de bascule qui peuvent exister. Les moments de bascule, pour l'instant, sont souvent liés à des crises. On a peut-être des crises à venir, mais il peut y avoir aussi des moments de bascule et des moments de seuil. C'est-à-dire que lorsqu'un certain nombre de personnes changent, ça peut favoriser ça. Mais l'urgence de la situation ne contredit pas l'urgence de mettre en place l'éducation. De toute façon, si vous avez une autre solution que cette éducation-là, les autres solutions ne sont pas très sympathiques, c'est la contrainte. Voilà. Et on est déjà dans un monde où il y a beaucoup de contraintes et la contrainte qui serait imposée de façon verticale, je pense qu'elle serait beaucoup moins intéressante et beaucoup moins sympathique que l'éducation. C'est la chance et la difficulté qu'on a avec le covoiturage en entreprise, c'est on est à mi-chemin entre le domaine privé et le domaine professionnel, donc oui. On ne peut être qu'incitatif. Oui.
Ça, c'est Oui, intéressant. mais là aussi, il y a des choses qui peuvent éventuellement changer, hein, parce que vous êtes surtout sur les déplacements domicile-travail, quoi, hein, puisqu'il y a deux types de déplacements. Vous avez le déplacement qui se fait, qui est le déplacement professionnel au sein de l'entreprise, et là, c'est difficile de faire du covoiturage, de prendre quelqu'un pendant que vous êtes en mission, par exemple, hein. Mais il y a peut-être des possibilités que les choses bougent. S'il y a vraiment un besoin, je pense que les choses peuvent bouger. Moi, c'est vrai que dans ce que vous avez évoqué au début de l'intervention sur passer par la sobriété, la décroissance, et que la décroissance pouvait ne pas être forcément une contrainte, ça m'a rappelé en fait la frugalité heureuse qu'on mettait beaucoup en avant il y a quelques années et dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être réinterroger ce concept de frugalité heureuse pour éviter de parler de sobriété Oui. qui nous met plus une dimension négative à l'esprit. Oui, oui. Mais vous savez, on a l'impression, avec l'éducation, on est dans les grands combats. On n'est pas dans les petits combats, hein. On est dans les petites actions, mais qui peuvent faire basculer les choses. Et on est face à des grands combats aujourd'hui qui sont même des réflexions sur la société dans laquelle on vit. Quelle société on veut? Et quelle société on peut encore avoir? C'est même plus seulement celle qu'on veut, hein, celle qu'on peut encore avoir pour demain. Tout à fait. Il nous reste une petite minute pour prendre une remarque, une question. Est-ce que dans le public, est-ce qu'il y a des remarques ou peut-être nous, on est plusieurs aussi autour de la table, donc Non, c'est plus une réflexion en fait. C'est parce que on voit bien que nous, dans l'actualité du covoiturage, en fait, on est vachement sur l'incitation financière. Il y a le forfait mobilité durable qui va dans ce sens-là, la prime covoiturage, la rémunération des conducteurs. Et je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est pertinent et suffisant pour espérer un changement en fait? Oui, il y a deux choses. Alors, si on compare les deux systèmes, c'est deux systèmes d'éducation différents. Le système, je dirais, basique de l'éducation, c'est ce qu'on appelle le behaviorisme, c'est punition-récompense. Avec les gamins, on fait souvent ça. Avec les animaux aussi, on fait ça d'ailleurs. On les punit ou on les récompense. Ça marche très vite, le changement est très rapide, mais il est rarement durable. C'est-à-dire que vous rentrez dans un système où vous devez donner de plus en plus ou punir de plus en plus fort. Et on l'a vu dans d'autres domaines. Donc, c'est un modèle d'éducation qui vaut ce qu'il vaut, mais qui ne change pas en profondeur. Et vous avez un autre système, ça s'appelle le constructivisme, qui est à opposer au behaviorisme, qui est l'idée de dire on construit en changeant finalement les représentations des personnes et on change en profondeur. Ça n'a pas forcément besoin d'incitation financière pour que l'on change. Et là, ça, on s'inscrit plutôt dans le désir et dans la motivation. Donc, le système d'incitation, c'est lorsqu'on veut très vite obtenir quelque chose. Mais vous vous rendez compte que ça a ses limites. Et on voit de la littérature disant oui, des gens essayent de le contourner, essayent de truander, de ci, de ça. Donc, on rentre très vite là-dedans. Donc, à titre personnel, je serais plutôt sur l'autre modèle, on va dire. on est plutôt d'accord chez EOP aussi pour plutôt travailler à un changement des représentations, des normes, des attitudes, plutôt que d'aller vers de la contrainte et ce type de pratique incitative. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre temps d'échange. Nous remercions l'ensemble des participants et puis un grand merci à vous, Gérard, pour ces réflexions qui nous ouvrent l'esprit sur la question de la mobilité durable et inclusive. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci.